Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette quatrième table ronde consacrée aux révolutions de l'intelligence. Nous allons donc parler de l'intelligence artificielle avec nos trois invités ici présents et de la question de cette notion d'intelligence, puisque si le très regretté Stephen Hawking, dont personne dans cette docte assemblée que vous représentez ici ne peut mettre en doute précisément l'intelligence, bien Stephen Hawking déclarait à propos de l'intelligence artificielle: les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Et il précise, une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Voilà donc cette vision assez cataclysmique de l'intelligence artificielle, et Stephen Hawking n'est pas le seul à l'avoir, cette vision-là, à mettre en garde l'humanité contre l'émergence de ce qu'on appelle une IA forte ou une IA générale, qui nous ferait donc plier à nous, pauvres humains, le genou. Avec lui, on peut trouver Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, Bill Gates, l'ancien patron et cofondateur de Microsoft, Mustafa Suleyman de la société DeepMind, et j'en passe. Alors faut-il croire ces esprits éclairés? Faut-il s'inquiéter du développement exponentiel de la puissance de calcul des machines? Et en suivant la loi de Moore, se préoccuper de l'avènement prochain de ce qu'on appelle une singularité informatique? Ou peut-on, eh bien, à l'inverse, dormir sur nos deux oreilles en constatant que certes, battre les champions du monde du jeu de go et d'échecs, c'est plutôt pas mal, mais que nous ne sommes pas vraiment menacés tant que les faits d'armes de l'intelligence artificielle sont de gagner une partie de Géopardie face à des êtres humains. Bref, pour résumer la pensée de Gérard Berry, qui est informaticien, professeur au Collège de France et médaille d'or du CNRS, l'ordinateur n'est pas dangereux par supplément de conscience, mais parce qu'il est complètement con. Alors, prix Nobel, prix Nobel ou bonnet d'âne, c'est ce dilemme que nous allons tenter d'élucider au cours de cette heure et en compagnie de nos trois invités. Bonjour Laurence de Villers. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous les trois d'ailleurs. Vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Bonjour Benjamin Bayard. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs et cofondateur de la Quadrature du Net. Et bonjour Jean Ponce. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure en détachement à INRIA, où vous dirigez d'ailleurs la collaboration avec l'Université de New York, NYU. Pour commencer, est-ce que finalement tout cela ne serait pas simplement, bêtement, pourrais-je dire, un problème de terminologie? C'est-à-dire que pour parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut parler d'intelligence, Laurence de Villers? Merci. Moi, j'aurais tendance à dire que l'intelligence artificielle, c'est un terme qui a été proposé par Alan Turing en 1950. C'est un terme qui engage des fantasmes. C'est-à-dire que on mélange l'intelligence humaine avec des artifices que l'on crée, et du coup, il y a beaucoup de fantasmes qui sont donnés dans les médias et donnés aussi par des grands noms. Alors, il faut faire le tri de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles des chercheurs éminemment connus tiennent des propos qui vont trop loin, pour moi, sur cette intelligence présupposée des machines, ou dans le futur, dont personne ne sait rien du tout de ce qui va se passer après. Donc, pour l'instant, on est sur une IA qu'on dit faible, c'est-à-dire pas du tout consciente, comme le disait effectivement notre collègue du Collège de France. Pour autant, il faut se préoccuper des influences qu'auront ces machines dans notre vie de tous les jours. Stephen Hawking avait une position un peu particulière de fait de son terrain de recherche, l'astrophysique. Et pour moi, il a une position de chercheur pur. Et dans son esprit, c'est sûrement à des années-lumière qu'il réfléchit sur la puissance de ces machines. La raison pour laquelle Elon Musk, lui, parle de l'intelligence artificielle et de la singularité et du besoin que l'on ait de créer des implants cérébraux, de mettre des implants cérébraux dans la tête de nos enfants à travers ces projets Neuralink, c'est autre chose. C'est pour moi plutôt une espèce de course à
au fond, à la puissance économique. C'est-à-dire qu'avec ses peurs, il va lever des fonds aussi et lui permettre d'aller encore plus loin. Alors il est très fort, hein, il fait effectivement des choses magnifiques avec les plus grands cerveaux de la planète, comme cette voiture, comme ce qu'il a fait sur le spatial également. Mais sur l'intelligence artificielle, je pense que là, il n'y a pas les mêmes motivations que celles, en tout cas, de Stephen Hawking. Donc il faut faire très attention à qui dit quoi. Et en ce moment, il y a un espèce de mélange des genres. Donc, rassurons-nous sur le fait que la singularité, en tout cas pour la plupart des chercheurs, est quelque chose qui n'est absolument pas certain du tout. On a programmé, l'idée de l'intelligence là qu'on est en train de mettre sur les machines, c'est de recopier finalement des capacités cognitives. Or, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons un corps. Et donc l'espèce de conatus que décrit très bien Spinoza pour les philosophes qui sont dans la salle, on ne sait pas le mettre dans la machine. Donc la machine n'a pas de détermination propre, n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion et ne comprend pas grand-chose. Donc je suis plutôt de l'avis de Berry qui le décrit en allant très loin dans il est très con. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il est capable, les systèmes qu'on est capable de faire avec de l'intelligence artificielle faibles sont capables d'être meilleurs que nous sur des tâches très pointues. On l'a vu avec les jeux de Go, etc. Mais j'en donne un exemple et je vous redonne la parole. Sur la perception, par exemple. C'est facile de comprendre que les machines vont être meilleures que nous. J'ai une bande audio, je n'entends pas les sons très faibles, je n'entends pas les sons très hauts. La machine peut les entendre. Quand je vais vieillir, mon audition va être moins bonne, la machine peut être meilleure, peut m'aider. Sur tout ce qui est très fin, dans les images aussi, elle va chercher dans les IRM, par exemple, des mouvements, des choses qu'on ne voit pas, que l'humain ne voit pas. Et donc il faut comprendre que les spécificités de ces machines, quand on les utilise sur des champs très serrés, sont extraordinairement utiles pour notre société, pour aller plus loin, pour augmenter nos capacités. Et finalement, en complémentarité, c'est très bien. C'est ça la confusion qui est faite pour l'instant, c'est qu'on mélange un peu tous ces systèmes dans l'intelligence artificielle. Donc on réexpliquera un peu plus, je pense, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'être effectivement très pointu et très efficace dans des domaines extrêmement précis, est-ce que l'on peut dire, Jean Ponce, que c'est être intelligent ? Je ne sais pas exactement ce qu'est intelligence. Je pense que parler d'intelligence artificielle, c'est important, puisqu'il faut bien donner un nom, un domaine qui a une importance scientifique, économique très importante. Je pense effectivement que les machines aujourd'hui ne sont pas intelligentes dans le sens dont la plupart des gens aimeraient y penser. Elles ne prennent pas de décision réellement, elles n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de bon sens, etc. Je n'irai pas jusqu'à essayer de deviner quelle soit la motivation d'Elon Musk ou de Stephen Hawking, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec Laurence ça fait longtemps que je travaille dans le domaine. J'ai connu l'intelligence artificielle des années 80, qui n'était pas nécessairement le mot le plus respecté à l'époque dans le monde. Et les gens parlaient de singularité déjà à l'époque. Et moi, du point de vue scientifique, je ne vois aucune évidence qu'on soit plus près de la singularité aujourd'hui qu'on était il y a 20 ans. Peut-être qu'il faut juste repréciser pour notre public ce qu'on entend par singularité informatique. C'est le jour où la machine va devenir intelligente, elle sera comme vous et moi, et peut-être elle viendra tous nous détruire, etc. Et bon, si un jour ça arrive, je ne sais pas quelles sont les conséquences. Il n'y a pas de raison particulière de penser que les machines seraient méchantes plutôt que gentilles, mais on ne sait pas. Mais surtout, il n'y a aucun indice qui nous dise que ce moment-là soit proche ou qu'il arrive un jour ou l'autre, on ne sait pas. Et s'il arrive, ce sera probablement dans très longtemps. Donc je ne pense pas qu'il faille s'en faire beaucoup à ce niveau-là. Mais effectivement, encore une fois, comme disait Laurence, l'intelligence artificielle, qu'elle soit appliquée au niveau de l'apprentissage, au niveau de la perception visuelle, au niveau de la compréhension du langage, de la traduction, etc., commence à marcher très bien. Je ne suis pas totalement sûr que ça marche mieux que nous, comme on le dit souvent, des performances surhumaines, etc., etc. Mais c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, où il y a eu des progrès gigantesques dans les quelques dernières années et qui va avoir des retombées économiques, j'espère, positives, très importantes dans le futur. Benjamin Bayard, ça veut dire que vous allez tous être d'accord autour de cette table pour dire que finalement, intelligence, c'est un abus de langage, qu'il faut arrêter de parler d'intelligence artificielle, qu'il faut trouver un autre mot, une autre terminologie ? Alors, sur le fait que c'est un abus de langage, oui, ça, je pense qu'il y a unanimité, il n'y a pas de doute. Mais en fait, quiconque a fait de l'informatique et connaît le secteur de l'informatique qu'on appelle intelligence artificielle sait que ce n'est pas de l'intelligence du tout. Un ordinateur, c'est particulièrement doué pour trier les grains de riz du plus lisse au plus râpeux, parce qu'il voit mieux que nous, parce qu'il va plus vite et parce qu'il a des petites pinces pour les manipuler, etc. Mais on s'en fout. Le mot intelligence... En fait, ce que j'aime pas dans cette approche-là, c'est un truc dual. D'une part, on met des fantasmes dans la tête des gens,
et c'est ce que dit Stephen Hawking, c'est quand la machine sera véritablement intelligente, nous serons dépassés. Oui, effectivement, sitôt que Dieu redescendra sur Terre, nous serons dépassés. Il n'empêche, c'est pas prévu demain. Ça pourrait se produire, mais pour le moment, rien ne le prédit et aucun élément scientifique ne l'accrédite. Le deuxième élément, c'est que derrière, il y a un putain de business. Il y a des dizaines de milliards de dollars ou d'euros selon la monnaie que vous préférez, et il y a des gens qui se battent avec tout ça. Et ça, c'est plutôt l'approche d'Elon Musk. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'entre les deux, entre le volet business et le fantasme, on a enlevé le volet politique. Et en fait, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui fait des statistiques et qui, avec ça, fait du travail, qui, avec ça, fait des choses, qui, avec ça, participe à l'économie, qui, avec ça, participe à une logique sociale de classe. Et que c'est vachement intéressant. Et qu'en fait, le fait que vous travaillez gratuitement à produire les données qui permettent de former, entre guillemets, qui servent de base d'apprentissage à ces intelligences, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que les entreprises, en fait quand vous dites cette image est un chat, cette image est un chien, cette image est une table, ça permet aux ordinateurs d'apprendre à reconnaître les images. Quand on vous demande de signifier que vous n'êtes pas un robot précisément, par exemple, sur le site internet en disant je ne suis pas un robot, je dois reconnaître les panneaux d'indication, les panneaux publicitaires sur cette image-là. Et donc ça, typiquement, c'est du travail que vous fournissez gratuitement à des entreprises qui apprennent, qui s'en servent pour fabriquer des intelligences artificielles, qui s'en servent pour fabriquer des programmes d'ordinateurs et donc des machines qui ne vont pas vous appartenir, qui seront leur propriété privée. Derrière, il y a des logiques sur qui domine, sur qui opprime. C'est toujours un grand duel dans l'informatique. L'informatique émancipe, parce que ça permet de faire plus de choses, et l'informatique opprime, toujours. L'ordinateur sert toujours à créer un cadre normatif et donc un cadre oppressif. Il y a deux exemples que j'adore citer, c'est quand on a commencé à informatiser les hôpitaux, il y a plein de gens qui se disaient de manière très naïve, comme moi, c'est fabuleux, les dossiers des patients seront à jour, ils seront informatiques, on va arrêter de les perdre, il n'y aura plus de taches de café dessus, enfin, ce sera fabuleux. Et puis, j'ai entendu dans un congrès de psychiatres ce que disent les médecins. C'est « Ah, on sait enfin ce que font les infirmières, on va pouvoir les surveiller, on va pouvoir minuter la toilette des patients. » Le but, un des buts, vous voyez, il y a cette dualité, c'est ou bien émanciper, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de transporter des cartons de dossiers, etc., ou bien surveiller. L'autre exemple que j'adore citer, c'est le formulaire. Et pourtant, c'est bête, hein, on n'est pas dans l'intelligence artificielle. Vous créez un site web, les gens doivent s'inscrire, ils donnent monsieur, madame, nom, prénom. Et ben, ça veut dire que dans le sélecteur où vous mettez monsieur, madame, vous forcez le choix. Il n'existe que monsieur et madame. Vous forcez les gens à avoir un prénom et un nom. C'est extrêmement occidental comme point de vue. Et vous voyez, tout ça, c'est une façon, en fait, la norme, quand elle existe en termes juridiques ou en termes humains, elle est négociable. Sitôt qu'elle est informatique, elle ne l'est plus. Laurence de Villers. Non, mais elle existe déjà dans la société, la norme, il ne faut pas non plus... Alors, moi, je rajoute parce que j'aime pas tellement moi, quand c'est binaire, hein, ni quand c'est ternaire, j'aime bien quand il y a plein de solutions. Bon, l'informatique, c'est une chose, l'intelligence artificielle va nous permettre, en tout cas, de voir les stéréotypes, de voir les discriminations qui existent dans la société, de voir pas mal de choses que l'on ne quantifie pas. On ne sait pas que les femmes, on le sait maintenant, les femmes gagnent moins que les hommes, il y a moins de données de tel type de population, il y a des manipulations qui sont faites. L'informatique, la quantification nous permet de voir ça. Et peut-être d'utiliser mieux, en fait, l'agencement de nos données pour créer des modèles moins racistes, moins discriminants, moins sectaires. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Pardon ? On va continuer la table ronde et on aura une séance de questions-réponses. Qu'est-ce qu'est l'horreur là ? Donc on va alors je recommence parce que je ne me suis pas fait comprendre parce que la réaction est totalement inappropriée. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Je disais juste que la quantification permettait de se rendre compte aussi de certains stéréotypes. Et les hommes, en général, me disent tous, les femmes sont incluses dans la société, il y a une mixité, ça existe, ça commence à émerger. C'est faux si on quantifie. C'est faux si on regarde qui passe dans les tables rondes, et toujours moins que des hommes, etc. Donc voilà, la quantification, c'est assez intéressant quand même. Deuxième point.
Deuxième point, si vous avez suivi un peu les discours, moi j'ai beaucoup travaillé avec Cédric Vallée, il voudra vous parler du rapport qui a été fait effectivement, mais il y a un axe, une vision qui est développée où on voudrait que l'Europe soit justement garante de valeurs et que ces systèmes qu'on essaie de mettre en œuvre ne soient pas pour nous enfermer, nous surveiller exclusivement, puisqu'on les fait, ces systèmes. On pourrait avoir un peu de liberté aussi pour essayer de pousser vers une IA collective, une IA solidaire, des choses qui seraient utiles dans la société. Au lieu de faire des machines des performances extraordinaires sur différents systèmes, on devrait se poser le problème de quelle est l'utilité pour nous. Comment on le met en œuvre, à quel moment on les met en œuvre, comment on les évalue, comment on va vérifier que ces machines sont effectivement éthiques quelque part. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fait ont une certaine déontologie. Et aussi, il y a un autre aspect très important, c'est rendre les gens en capacité de comprendre ce que font ces machines. Et donc il y a un effort énorme qui sera fait aussi de formation, de divulgation de ce que sont ces objets, d'utilisation, d'appropriation par l'expérimentation. On veut faire des laboratoires ouverts au public, aux citoyens. Là, on vous parle, mais bon, vous pouvez dire, elle dit n'importe quoi. D'accord. Si vous êtes à même de tester les systèmes, qu'on vous montre ce que font ces systèmes et qu'est-ce qu'il y a derrière, déjà à l'école, à la maternelle, même, on pourrait faire des petites choses très simples qui permettraient de mieux appréhender ces systèmes qui envahissent toute la société. Donc il faut de toute façon monter en compétence dessus et ça permettra aussi d'être plus dynamiquement sur les nouveaux travaux, les nouveaux métiers. Il y en aura énormément de nouveaux. Donc on est en train de vivre un grand changement pour lequel je trouve que la vision qui a été donnée par le président de la République avant-hier au Collège de France était extrêmement positive pour nous, pour la société, en parlant énormément d'éthique, tout en disant c'est grâce à ça qu'on aurait un levier économique fort par rapport à d'autres empires, l'Asie, les États-Unis, qui nous envient aussi. Nous avions des collègues, nous chercheurs américains, qui disaient vous avez de la chance en France qu'on essaie de penser au bien-être des gens et pas seulement au PIB, ce que disait Raja Chatila dans la table précédente. J'aimerais qu'on essaie de revenir ou de recentrer nos discussions autour du thème qui est le nôtre, à savoir de cette notion d'intelligence artificielle, de ce que signifie être intelligent pour une machine. Et en même temps, ce que vous venez d'aborder l'un et l'autre me semble recouper un point qui est intéressant, j'en pense, c'est celui du biais de programmation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on programme une machine en tant qu'être humain, est-ce qu'on ne transmet pas à cette machine, que ce soit par la main du programmateur ou quand on lui donne une base de données telle qu'Internet, finalement de reproduire des biais humains et donc du coup d'être faussé dans son fonctionnement, disons avec tous les guillemets qu'il faut, intellectuel. Je vais essayer de faire court. Prenez votre temps, on a encore un peu de place. Déjà, les trucs d'éthique, j'ai toujours un petit problème avec ça. Il faut se rendre compte à nouveau que les machines ne sont pas intelligentes. Donc le problème d'éthique ne se pose pas, à mon avis, au niveau de l'algorithme, du programme. Il se pose au niveau du programmateur, de l'industriel, du décideur, du politique. Et là, évidemment, il y a des problèmes éthiques extrêmement importants, y compris au niveau des biais, etc. Mais ce n'est pas, à mon avis, au niveau de la machine, de l'algorithme. Deuxièmement, en ce qui concerne les biais, une grande partie de ce qui fait le succès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent l'apprentissage machine. Et donc l'idée fondamentale de l'apprentissage machine, c'est que, en tout cas de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est qu'on va vous donner des données, par exemple des images, et puis des labels, des étiquettes, par exemple chien, chat, pomme, etc. Et puis vous allez voir des tas d'images comme ça, des tas de labels, et puis vous allez avoir votre machine qui va être entraînée, ça veut dire qu'il va y avoir un programme qui va bouger des boutons pour modifier ces paramètres, de manière à pouvoir prédire au mieux les labels qu'on lui a montrés. Ensuite, une fois qu'on a entraîné la machine, on va donner à cette machine une nouvelle image, une nouvelle tâche, elle va prédire le label en question. Et le principe scientifique de l'apprentissage est que pour que ça marche, il faut que les données qu'on utilise au moment du test, du déploiement de la méthode, aient la même distribution que les données qu'elle a vues d'abord. Ça veut dire que par nature, les résultats qu'on va avoir sont toujours biaisés par les données qu'on a données en entrée. On peut pas, c'est pas de la magie. On ne peut pas demander à une machine d'inventer « Ah tiens, là, c'est pas gentil, il y a du biais ». C'est par nature, l'apprentissage, ça marche comme ça. Alors après, c'est encore une fois ce niveau des politiques, des décideurs. Imaginons qu'un grand de l'Internet, il se rend compte, après avoir déployé un système, qu'effectivement les données sur lesquelles entraîné étaient biaisées. Il se rend compte que ça pose des problèmes éthiques, des problèmes moraux, etc. À ce moment-là, c'est à lui d'aller chercher des données qui vont permettre de corriger ce biais. Mais encore une fois, la machine elle-même, l'algorithme d'apprentissage, l'algorithme d'intelligence artificielle en général, n'est pas capable de le faire lui-même. Le mieux qu'il puisse faire, c'est résoudre le problème qu'on lui a donné.
Benjamin Bayard, cette question du biais, elle est importante, notamment quand on parle du big data, notamment quand on parle d'importante quantité de données que ces algorithmes vont aller chercher, vont analyser. Sur Internet, par exemple, on utilise souvent l'exemple du chatbot qui a été déployé par Microsoft, qui a été lancé sur Twitter, qui était donc un agent conversationnel qui était censé apprendre tout seul en discutant avec les utilisateurs de Twitter et qui s'est retrouvé, au bout d'à peine une petite heure ou de quelques minutes en tout cas, à tenir des propos racistes, néo-nazis, à essayer de rétablir l'héritage d'Hitler. Enfin bref, un résultat catastrophique qui a poussé Microsoft à interrompre immédiatement l'expérience. Aujourd'hui, est-ce que le minage de ces données à une échelle pourtant qui devrait permettre d'invalider les biais, parce qu'il y a tellement de données qu'on peut se dire que statistiquement finalement il n'y a plus de biais, est-ce que finalement ce n'est pas une fausse route et qu'elle continue à avoir des biais dans la programmation? Bon, il a tenu presque 24 heures avant de devenir vraiment complètement timbré, le robot de Microsoft. Mais en fait, la question est super perverse. Merci. Mais non, mais c'est pas... J'en ai d'autres, méfiez-vous. C'est pas de vous que ça vient. Mais en fait, c'est ce que disait Jean Ponce à l'instant. La machine aura autant de biais et aussi puissant que dans les données qu'on lui a présentées pour apprendre. C'est aussi simple que ça. Si on prend des données biaisées, typiquement, si on entraîne un algorithme de reconnaissance de visage à ne voir que des visages blancs, eh bien, quand la machine qui a appris comme ça verra un visage autre que blanc, elle répondra « ceci n'est pas un visage ». Voilà un biais. Alors ça, on s'en rend compte, on fait non, ça c'est inacceptable, ok, sur la Terre, il y a des milliards de gens qui ne sont pas blancs, donc on va lui présenter des visages de toutes les couleurs. Et du coup, on prend comme donnée quelque chose qui reflète, on passe par des sociologues pour faire des mesures, etc., pour avoir dans tel pays on se maquille comme ça, dans tel autre on se coiffe comme ci, et on prend un truc qui représenterait parfaitement l'humanité et on apprend tout ça à la machine. Eh bien, il se trouve que l'humanité en ce moment, elle est sexiste et elle est raciste. Alors vous pouvez tordre ça comme vous voulez, tant que vous représentez l'humanité, eh ben vous faites une machine qui est sexiste et raciste. Mais si vous dites « Ah non, ça c'est pas bien, donc je vais truquer les données, non pas pour correspondre à l'humanité, mais pour correspondre à l'idéal éthique défini par Dieu seul sait qui, mais espérons que ce ne soit pas l'extrême droite. » Ben oui. Vous créez un espèce de machin complètement virtuel, éthique, tout propre, clean, machin, vous l'apprenez à l'ordinateur. Mais quand l'ordinateur va vous parler, vous n'allez rien comprendre. Il a des références culturelles qui ne sont pas les vôtres. Il a des biais culturels qui ne sont pas les vôtres. Il ne comprend pas ce que c'est le sexisme. Du coup, il y a plein de remarques passives-agressives que vous faites. Il va faire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et où l'ordinateur ne vous comprendra pas, n'arrivera pas à interpréter vos propos, et vous ne comprendrez pas les réponses. Et donc, en fait, on a un problème. Et le problème n'est pas l'ordinateur. Le problème est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine pose des biais dans les données. Comment on les traite ? Et ça, c'est pas un problème de chercheur en informatique, c'est un problème de sociologie. Je peux répondre à ça. Une question, bien sûr, Laurence de Villers. Une question, je vais reformuler ce que je demandais à Benjamin Bayard. Est-ce que face à la quantité de données qui sont exploitables aujourd'hui sur Internet, la nature statistique de cette quantité n'est pas justement un palliatif à ces biais que définit Benjamin Bayard? Il y a tellement de données finalement qu'on peut dire... Non. On dit souvent big data, mais en fait, on devrait dire rich data. C'est-à-dire que les big data, ça ne veut pas dire qu'elles sont... représentative de la mixité, d'un ensemble de choses. C'est juste celles qui sont là. Donc, méfions-nous de ça, du grand big data qui est très riche. Je reviendrai un petit peu sur les algorithmes. Parce que lorsqu'on regarde Tye de Microsoft, qui a effectivement appris à tenir des propos racistes, au début il disait « j'aime les humains », puis à la fin de la journée, en 24 heures, il disait « vive les nazis ». Bon. Alors les internautes avaient discuté avec cette machine. Elle utilisait exactement ce que racontait Raja Chatila tout à l'heure, c'est-à-dire du reinforcement learning, du renforcement, par des métriques, des récompenses. Or, une des récompenses qui était donnée par les ingénieurs qui font ces machines, c'est de répéter ce qui engage les gens, par exemple. Et effectivement, parler de sujets qui sont un peu polémiques et politiques, ça engage les gens dans la discussion. Donc à la fin, la machine, elle a compris qu'il fallait parler de ça. Elle l'a appris tout seul, ça. Donc vous voyez, c'est un biais là, non pas de l'algorithme, mais des récompenses, c'est-à-dire des mesures, des seuils que l'on met dans ces algorithmes. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer, chercheurs, plusieurs plateformes avec des outils pour que tout le monde puisse, avec des bibliothèques d'outils sur Internet, pour que tout le monde puisse
avoir des idées des capacités de ces machines. On fait ça dans un institut de convergence qui s'appelle DataIA à Paris-Saclay. C'est fait à Stanford, c'est fait un peu partout dans le monde. Il y a énormément de travail sur ces biais des algorithmes. Dans I3E, dont parlait tout à l'heure Raja Chatila, il y a aussi des groupes qui travaillent là-dessus. C'est important de comprendre que, oui, il va falloir manipuler ces données avec vraiment de la rigueur. On parle d'éthique, on pourrait parler d'éthique pendant 1000 ans, c'est pas le problème. Soyons pragmatiques. C'est devant des systèmes, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on les évalue, quelles sont les bornes qu'on veut donner. Et c'est pas des sujets simples. C'est des sujets que les chercheurs sont en train d'aborder, que les industriels, on est en train de pousser les industriels à les aborder aussi, et ils sont conscients que ce sont des leviers de confiance. Ce sont des leviers qui vont permettre aux gens aussi de s'approprier ces techniques et d'avoir envie de les utiliser. Si on vous dit tout est biaisé, vous allez sûrement jamais utiliser l'informatique et d'IA. Mais ayez confiance aussi dans le fait que c'est très utile dans certains cas et qu'on va encadrer de la meilleure façon possible sans que ça soit l'extrême droite. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça. L'idée, c'est justement de réfléchir dans un sens social et large et pas de parler de déviance politique. Bon, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit très qualifié, ni nous trois, enfin nous deux en tout cas, chercheurs, pour parler du côté social, sociologique, etc. Bon, pour le chatbot, ou je ne sais pas quoi, de Microsoft, il faut se souvenir aussi qu'il a été attaqué. Ce n'est pas qu'il a été méchant, il a été attaqué par des gens malicieux qui connaissaient un peu les faiblesses de ce genre de système. Et un des problèmes du système d'IA quand ils vont être déployés, c'est qu'effectivement, il y a des risques qu'ils soient attaqués par des gens qui comprennent à peu près comment ça marche et qui, du coup, essayent de les contrarier, disons. Pour ce qui est du biais des données, il y a des biais auxquels vous ne pensez sans doute pas. Imaginez que vous voulez faire naviguer une voiture. Pour faire naviguer la voiture, il faut qu'elle voit dans un certain sens ce qui se passe sur la route. Qu'elle dise, tiens, ça c'est de la route, ça c'est du trottoir, ça c'est des gens, ça c'est un machin, etc. Et donc la manière dont ça marche, c'est qu'on les entraîne, donc, comme je disais tout à l'heure, en montrant des images, en disant, voilà, ça c'est une personne, etc., etc. Et donc il va y avoir des biais tout simplement parce que quand on fait ça, on ne va jamais être capable de capturer toute la diversité de l'univers. Par exemple, en extérieur, il pleut, il neige. Il y a des gens qui courent en traversant la rue, etc. Et donc, il y a des biais inhérents là aussi, dans un truc beaucoup plus terre-à-terre. Hein. Ce n'est pas un truc éthique ni rien du tout. C'est une voiture qui va marcher plus ou moins bien. Parce qu'encore une fois, elle est supposée marcher dans des conditions qui sont similaires à ce qu'elle a vu. Et donc, il y a des gros problèmes. Je pense que Laurence parlait de fiabilité, etc. Il y a des gros problèmes qui sont des problèmes scientifiques d'estimer la fiabilité des systèmes d'IA pour pouvoir prédire à quel point ils vont bien marcher et comment, quand on va les déployer dans des conditions, on ne contrôle pas exactement toutes les conditions. Par exemple, une voiture ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc ça, ce sont des vrais problèmes scientifiques sur lesquels les gens commencent à travailler. On n'a pas encore énormément de résultats, mais qu'il va falloir résoudre pour que les gens justement puissent avoir confiance dans ces systèmes et puissent les déployer de manière intelligente. Pour avancer, pour poser un autre problème lié justement à cette notion d'intelligence de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce que vous décrivez les uns les autres, et il y a un consensus relativement large autour du fait que ces algorithmes sont ce qu'on appellerait des idiots savants, c'est-à-dire qu'ils ne font que répéter des choses qu'on leur apprend. Vous n'êtes pas d'accord déjà, j'en pense. Là, vous vous dites non, mais justement, votre avis m'intéresse. Pas tout à fait. C'est pas la manière dont ces trucs-là marchent. C'est pas qu'ils mémorisent les choses. Il les extrapole. Il les extrapole sous certaines limites. Donc en gros, vous avez des données, vous les regardez, vous allez imposer des espèces de régularités dessus, et après vous les pouvoir extrapoler. Mais il faut encore une fois que les choses soient pas trop différentes. Et c'est pas une histoire d'idiot savant. La machine ne se souvient pas de tout. Par contre, quand une machine dit voilà cette photo contient un chien, elle ne sait pas ce qu'est un chien. Le chien, c'est catégorie numéro 1. C'est une étiquette purement symbolique. Voilà. Et donc, il n'y a pas de compréhension réelle. En gros, aujourd'hui, dans ce que font les machines. C'est à ça que je voulais venir. À quel moment est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui? On parlait de la loi de Moore qui parle de l'accélération, de l'augmentation de la puissance de calcul. Il y a fort à parier qu'il y a 50 ans, on n'imaginait pas qu'on puisse faire conduire une voiture à essence toute seule juste avec un ordinateur. Projetons-nous dans 50 ans avec une puissance de calcul qui aura augmenté. Est-ce qu'on peut penser, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, permettre à une machine d'avoir accès au signifié?
Laurence de Villers, c'est-à-dire à la nature de la réalité derrière et pas juste à chien égale étiquette numéro 1, mais chien égale mammifère ou je ne sais pas quoi, de quelle façon pourrait le concevoir un ordinateur. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la loi de Moore, quoi, tout ça. Hein, on fait des choses techniques, on a besoin de puissance de calcul pour brasser des données, mais c'est pas pour ça qu'on met de la rationalité, l'émotionnalité là-dedans, ou de la conscience et de la réflexivité sur ce qu'on vient d'apprendre pour comprendre ce que peut en déduire, avoir une imagination, etc. Ça n'a rien à voir. On est en train de parler de la puissance de calcul de machines, c'est tout. Pas d'intelligence. Donc il faudra arrêter de confondre les deux. Par contre, moi, il y a un sujet que vous n'abordez pas qui m'impacte, c'est le fait que les personnes devant ces systèmes, qui ont l'air de marcher comme ça intelligemment, entre guillemets, eh ben, ils projettent des capacités humaines, même si le système est totalement stupide. L'aspirateur, par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il est totalement intelligent, cet aspirateur. Eh ben, moi, j'ai eu dans les courriers des lectrices, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelait Des robots et des hommes, j'ai eu des gens qui me posaient des questions bizarres. Par exemple, mon robot s'arrête au milieu, aspirateur, de la pièce. Que pense-t-il? Ben non, il ne pense pas. Comment vais-je éduquer mes enfants avec ces machines autonomes intelligentes? Bon, on n'en est pas là du tout. Donc il faut apprendre ce que c'est réellement, comprendre qu'on fait ça naturellement, hein, on projette sur les objets, on fait ça tout petit avec son nounours, et bien après on fait ça avec sa voiture, on l'aime bien, on parle à l'ascenseur quand il répond pas assez vite. Voilà, on a l'habitude de faire ça. Alors moi, mon domaine, c'est de faire parler les machines avec de l'affectif, c'est-à-dire en détectant les émotions des gens et en faisant « vous êtes formidable, je vous aime », à la façon de Her peut-être. Donc ça va engager les gens dans des choses un peu plus compliquées. Mais c'est pas de la science-fiction. Vous avez Google Home que vous pouvez déjà acheter, avec lequel on peut parler. Vous avez Siri dans votre poche. Aux États-Unis, ils sont en train de faire une espèce de Google Home avec un visage qui s'appelle, peu importe, Jibo. Mais au Japon, ils vont un peu plus loin. Ils font la même chose avec un petit personnage en hologramme qui est une présence à la maison et qui vous dit les choses que vous avez envie d'entendre. C'est rassurant, c'est là, on n'est plus seul, c'est formidable. Quand vous partez de chez vous, vous vivez tout seul, la chose vous envoie des petits messages par texto. Elle est omniprésente. Regardez, ça s'appelle Getbox, G-A-T-E-B-O-X. Cela est un enfermement dans une solitude de l'humain avec des machines. C'est ce qu'on ne veut pas. On entend aussi des gens qui veulent faire parler les morts avec ces machines parlantes. Le programme a été commercialisé. Si vous avez vu Black Mirror, ne veut pas non plus. Donc il y a des apprentis sorciers qui vont très loin. C'est pour ça que je parle d'éthique. Attention à ce qu'on va faire. Et je parle de coévolution humain-machine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces systèmes si on vit avec des systèmes comme ça? Et bien entendu, on fait très attention, mais des systèmes comme ça peuvent arriver, donc il faut éduquer. Il faut éduquer sur quels seraient les effets secondaires de cela. Les effets secondaires, on en a déjà. Si vous regardez les GPS, les conducteurs de taxis londoniens, qui n'utilisaient pas les GPS, avaient un hippocampe, une zone de mémoire plus développée que des gens qui utilisent un GPS. Donc on peut être modifié aussi physiologiquement à cause de l'utilisation de ces machines. Il faut faire attention à la paresse, faire attention à déléguer trop à ces systèmes. Et donc il va falloir apprendre à vivre au mieux pour les compétences que nous apportent ces machines et pas en dépendance. Le point commun à tout ce que vous décrivez, que ce soit ce dont on parle depuis tout à l'heure, qu'il s'agisse du chatbot de Microsoft qui dit j'aime les nazis, qu'il s'agisse de la voiture automatique qui repère un enfant qui court sur la route, ou qu'il s'agisse d'un programme de minage de big data, d'astrophysique qui disent ah ben à tel endroit j'ai repéré une supernova. Tous ces objets-là, l'enfant, le nazi, la supernova, l'ordinateur n'a aucune conscience de ce que c'est réellement, de ce que ça désigne, de ce que ça représente. Ma question, Benjamin Bayard, est-ce qu'il est envisageable, à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il est possible, loi de Moore ou pas loi de Moore, de faire accéder aux ordinateurs au signifié d'une façon ou d'une autre? Et j'en pense après. Oui, j'insiste un peu, j'en pense. Bah oui, j'ai envie d'une réponse à la question. Schématiquement, de ce que je sais moi comme informaticien et ayant un petit peu de culture à côté, la réponse serait non. Et en fait, ce qu'on sait faire avec des ordinateurs, avec des méthodes ou bien très simples ou bien très complexes, on sait, en fait, si vous m'expliquez ce que c'est mathématiquement, on trouvera bien comment le calculer. Si vous arrivez à me donner un modèle mathématique de ce que c'est que l'intelligence, on finira bien par savoir le calculer. Il faudra peut-être un ordinateur qu'on ne sait pas encore construire à moins de X milliards d'euros, mais
Si vous me donnez une formule mathématique, on saura bien le calculer. Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas expliquer, même en termes non mathématiques, ce que c'est que de l'intelligence. On a dit à une époque, jouer aux échecs, c'est de l'intelligence. Alors on a mis en équation les échecs, mais on n'a pas mis en équation les mathématiques. On a dit jouer au Go, il faut être très intelligent pour gagner contre un champion de Go. Alors on a mis en équation le Go. Mais c'est le Go qu'on a mis en équation, pas du tout l'intelligence. L'intelligence, si on va discuter du côté de chez les psys, etc., ils vont dire mais il y a plein de choses là-dedans. Il n'y a pas du tout que la reconnaissance de forme et la capacité à comprendre un texte. Il y a toute la capacité d'empathie, la notion de volonté. Il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas d'incorporation. On a besoin d'un corps pour être intelligent, sinon ça n'a pas de sens. Et tout ça n'a aucun sens pour le moment en termes informatiques. Et donc, en fait, la question n'est pas est-ce qu'on est capable de programmer une intelligence avec un ordinateur? La question est, est-ce qu'on est capable de donner un modèle mathématique de ce que c'est que l'intelligence? Et pour le moment, la réponse est non. Et c'est pas une question de puissance des ordinateurs. C'est pas dans ce secteur-là de la recherche que ça va se passer. J'en pense. Je suis à la fois en gros d'accord, à la fois pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord d'abord sur le fait de la puissance des ordinateurs, c'est indispensable, mais c'est pas la seule chose. De la même manière, les données, c'est indispensable, c'est pas la seule chose non plus. Il y a la recherche derrière. Donc pour que l'IA marche, il faut qu'on fasse des recherches. On est encore très loin d'être là où on veut aller. Maintenant, le signifier, je suis assez d'accord sur l'histoire de la modélisation. Ce qu'on veut, c'est essayer de modéliser. On veut modéliser on se pose un problème, on le modélise plus ou moins mathématiquement, et après on essaie de le résoudre. C'est la même chose qu'on fait en physique, la même chose qu'on fait en n'importe quoi. Et donc effectivement, pour faire des progrès, il faut arriver à modéliser le problème de manière un petit peu plus intéressante, dans lequel le signifié, par exemple, puisse prendre une place à l'intérieur du modèle, et ensuite construire des algorithmes qui vont permettre d'élaborer ce modèle à partir de données. Et donc je pense qu'à un moment donné, enfin de toute façon il y a du progrès. Quand je dis que les labels étaient simplement symboliques, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui travaillent évidemment sur la sémantique, sur la relation par exemple entre le texte et l'image et des choses comme ça. Donc ça va arriver petit à petit, mais c'est pas simplement vous achetez un ordinateur de plus en plus gros, de plus en plus quantique, de plus en plus machin, et puis ça va arriver bouffe comme ça. Il faut des recherches pour arriver à comprendre ce qu'on fait et à comprendre les problèmes qu'on veut modéliser pour pouvoir les résoudre. Et donc je vous rejoins un petit peu là. Laurence de Villers, sur cette même question. En fait, c'est comme l'avion. L'avion, il ne bat pas les ailes. Il fait une fonction autre pour le faire voler. Et ben là, on fait des machines qui n'ont rien à voir avec l'humain et qui font des capacités, qui performent autour de capacités humaines. Quand on regarde ce que c'est que le deep learning, ces réseaux de neurones, moi j'ai fait ça pour ma thèse en 92, c'est pas nouveau. Maintenant, on a des stratégies bien plus optimisées et des tas de ruses très très bien. Ok, pour aller plus loin et être plus performant. Et on mouline grâce à la loi de Moore, avec ces processeurs qui vont très vite, on est capable de faire des choses. Moi, mes systèmes que je faisais en 92 mettaient 1 mois pour faire décodage d'un signal audio en son phonème. C'était pas brillant. Ben non, ça marche, rien du tout. Et on peut mettre énormément de données dedans. Donc on peut aller beaucoup plus vite dans ces cadres-là. Mais si vous regardez ce qui est codé dans la machine, ce sont des matrices de chiffres, totalement boîte noire. On ne sait pas ce que c'est. Alors on peut aller plus loin, on peut se dire c'est encore plus performant, on n'aura jamais tout vu. Donc ces systèmes, il faut les encadrer par une espèce de compréhension de ce qu'il faut. Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait, c'est pas entièrement vrai. Il y a effectivement un aspect boîte noire dans ce qui est deep learning aujourd'hui. Donc le deep learning, c'est le machin à la mode pour l'apprentissage. Et donc c'est des réseaux de neurones avec plusieurs couches et un nombre de couches de plus en plus important, dans lequel il y a un petit aspect biomimétique quand même, parce que les gens qui les ont développés y croient plus ou moins que ça ressemble à ce qui se passe dans la tête, de manière plus ou moins naïve, je ne sais pas. Mais il y a aujourd'hui des gens qui n'essayent pas d'avoir juste ces boîtes noires sur lesquelles on tweak des paramètres à la main comme ça, mais qui essaient de réfléchir pour leur donner de la structure. Et dès les années 90, quand Yann LeCun et ses collègues ont développé les réseaux dont parle Laurence, ils faisaient déjà des structures beaucoup plus compliquées qui étaient déjà utilisées pour lire, je sais pas, 30% d'échecs aux États-Unis. Donc il y a un côté boîte noire tout à fait clair, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent à trouver de la structure là-dedans pour pouvoir résoudre des problèmes de plus en plus complexes. D'accord, mais c'est quand même mathématiquement très simple. C'est quoi ? C'est de la convolution, c'est de la récurrence. Non, c'est pas que la convolution, c'est le truc qui marche très bien pour les images parce que c'est vraiment fait pour, mais il y a quand même d'autres structures que les gens font aujourd'hui. Et il y a quand même des gens qui travaillent sur des choses non supervisées, etc. Alors, moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'on pourrait utiliser, au lieu d'utiliser du carbone, on pourrait utiliser... Plutôt, on pourrait utiliser du vivant pour faire des machines. C'est ça, pour moi, le vrai danger actuellement, c'est plutôt la manipulation de la biologie. Que les machines deviennent intelligentes, ça, c'est autre chose. Mais qu'on manipule de la biologie et qu'on fasse du mélange entre du vivant et du non-vivant, ça, c'est, pour moi,
un vrai sujet. Je pense qu'il faudrait des biologistes pour en parler. Je vais essayer de poser la question d'une autre façon, puisqu'on a parlé de biomimétisme. Est-ce qu'on en est, alors répond qui veut, est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le développement de l'informatique et de l'intelligence artificielle, là où Clément Ader en était lorsqu'il essaye de faire un avion qui ressemble de facto à une chauve-souris ou à un oiseau qui bat des ailes? Est-ce qu'on va arriver à un autre moment à s'éloigner du biomimétisme, à faire de la bio-inspiration pour trouver d'autres formes de connexion qui ne soient pas juste la décalque imaginaire, comme le disait Jean Ponce, d'une forme de structure cérébrale humaine? Benjamin Bayard. Non. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des problèmes dont on dit ça, il faut quand même être très intelligent pour les résoudre, on les fait résoudre par un ordinateur parfaitement idiot, et du coup, les humains ne traitent plus ces problèmes-là. Trouver véritablement le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est extrêmement compliqué. En général, on prend le chemin habituel, pas trop mauvais quand on le fait tout seul. L'ordinateur, lui, il est capable de trouver des trucs très bizarres, ce qui fait des chemins tout bizarres que fait le GPS et qui fait marrer tout le monde. La question là-dedans, c'est que quand on arrête de faire ça pour faire joujou et qu'on s'en sert de manière un peu plus sérieuse, je prends un exemple, si vous avez vu l'émission de Cache Investigation qui entre autres parle de Lidl et de ce qu'on appelle la commande vocale pour les gens qui préparent les commandes. C'est-à-dire que tel magasin dit, moi il me faut 3 cajots de ci, 2 cajots de ça, 2 paquets de ça, puis il y a quelqu'un dans l'entrepôt qui prépare la commande du magasin, qui fait une palette et qui met un film autour et ça partira par camion. Le problème le plus compliqué, c'est comment me promener dans l'entrepôt, dans le chemin le plus court possible pour prendre tous les colis, faire la palette. Et bien ça, on l'a confié à un ordinateur parce que pour un ordinateur, c'est un problème trivial. En revanche, le problème qu'on n'a pas envie de traiter, c'est comment faire pour soulever les colis, les poser comme il faut sur la palette pour qu'on puisse faire un film. Et ça, ce sont des humains qui le font. Et donc, toute la partie où il fallait réfléchir un peu à comment est-ce que je vais faire mon trajet, c'est l'ordinateur qui s'en charge. Et le travail le plus débile, qui consiste à porter les cajots et à se faire mal, c'est l'humain qui le fait. Et en fait, l'humain passe sa journée à répondre aux commandes d'un ordinateur. Et ça, c'est bien un élément intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris l'aspect intelligent d'une question, on a trouvé comment le traiter informatiquement, et donc on s'est dit on va le traiter informatiquement, et du coup, c'est cool, il y a plus ce travail-là à faire, on peut devenir paresseux. Eh ben non. En fait, à la place, on s'en est servi pour transformer des gens en quasi-robots. Non, mais c'est aussi... c'est vachement caricature quand même, là, attendez. Les gens travaillent sur le problème des robots qui mettent des pièces sur des palettes depuis les années 60. C'est caricatural et faux. Le problème, la raison pour laquelle ça n'a pas été fait pendant longtemps, c'est que c'est difficile. C'est facile pour quelqu'un de prendre une palette sur une pièce sur un tas de pièces, d'aller le mettre sur la palette. Pour le robot, il faut qu'il comprenne où est la pièce, dans quelle position, qu'il aille le chercher, qu'il attrape l'objet, ce qui est très difficile. Ensuite, qu'il aille le poser, etc. Mais ça, c'est en train, les robots qui vont mettre des machins sur des palettes, c'est en train d'arriver dans les usines quand même, faut pas... Mais par contre, il faut aussi se rendre compte que le robot auquel vous pensez comme le robot intelligent, ça n'existe pas. Si vous voyez des vidéos d'Atlas sur YouTube qui fait des pirouettes et des machins comme ça, Boston Dynamics, c'est des machines formidables, mais qui ont des comportements locaux automatisés, mais qui sont sinon globalement téléguidés. Moi, j'aurais réinsisté sur ce sujet-là parce que effectivement, pour moi, c'est effectivement les robots qui vont mettre sur les palettes, c'est en train d'être fait. Et puis on met aussi des exosquelettes pour que des humains puissent être moins en charge. Donc c'est pas cette problématique-là qu'il faut voir. C'est justement le bluff qui existe dans les médias avec des systèmes où on fait penser qu'ils sont très intelligents. Sophia de Hanson Robotics, par exemple, c'est un robot censé converser qui a été présenté à l'ONU comme étant un robot capable d'interagir avec des humains et des politiques et qui est téléopéré. C'est une marionnette. Donc regardez, Yann Lequin en parlait beaucoup dans les réseaux, c'est aberrant de voir ça. En plus, ce robot-là, on lui a donné la citoyenneté d'Arabie Saoudite. Il est citoyen, voilà, c'est ridicule. Donc, je ne sais pas pourquoi ce genre de choses arrive. Ça me sidère. Moi, je suis sortie de mon labo parce que j'ai trouvé que c'était sidérant ce qu'on entendait sur nos domaines. C'était fantasmagorique. L'état de l'art n'en était pas du tout là. Et on allait beaucoup trop loin dans la perversion de dire que l'humain va devenir un robot dominé par les robots. C'est du Frankenstein, tout ça. C'est des mythes. Derrière, on a tout ça dans notre background.
Les mythes de Frankenstein, il faut revisiter, hein, parce qu'on a derrière nous le fait que créer une image d'un humain qui est autour de nous, qui veut nous aider pour faire des tâches, ben, c'est forcément quelque chose qui va se rebeller contre nous. Bon, alors il faut évacuer un peu. Alors les Japonais n'ont pas du tout la même chose, ils ont plutôt le fait que cette chose est là pour défendre l'humain. Alors bon, entre les deux, soyons un peu intelligents, regardons quels sont les défauts ou pas les défauts de ces systèmes. Après, le seul fait qui était, à mon avis, pour moi, judicieux dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, pour des tâches de temps en temps qui apparaissent intellectuelles, la machine va être facile à mettre en œuvre, et pour des tâches manuelles, hein, faites un robot qui va déboucher vos éviers, ben c'est vachement dur, parce qu'il doit aller se promener partout et tout ça, et c'est pas du tout évident. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire des choses qui pourront répéter des choses. Le vrai danger pour moi, c'est cette frontière entre le vivant et l'artefact et les croyances qu'on vous laisse entendre dans les médias. Hein. Au Japon, ils sont en train de faire des clones d'humains, donc cloner la voix, cloner l'humain, cloner une personnalité, pour moi, des ça, clones c'est informatiques, hein, précisons bien, des pas des clones biologiques. informatiques, pardon. Ça, à mon avis, c'est assez dangereux de faire que autour de nous, on puisse pas avoir une frontière claire entre ce qui est artefact artificiel et ce qui est humain. Et je pense qu'on a besoin de mettre de l'éthique là-dedans. Ou les agents conversationnels qui reproduisent voilà. Des personnes disparues qui sont en cours de développement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire Benjamin Bayard, oui, vous voulez réagir. Alors, il y a un point quand même sur lequel je vais être très précis. Mon problème n'est pas est-ce que techniquement on sait faire ou est-ce que techniquement on saura faire. Mon problème est ce que l'on fait aujourd'hui techniquement et que l'on sait faire. Par exemple, la machine qui calcule l'itinéraire dans l'entrepôt, c'est con. Enfin, j'ai appris à programmer ça quand j'étais en première année d'école d'ingénieur. C'est bête à manger du foin. C'est même pas de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est du Bellman. Pour dire où est l'intelligence artificielle. Voilà, c'est extraordinairement simple comme algorithme. La vraie question, c'est quand on travaille sur l'automatisation des tâches et quand on automatise un procédé qui était fait par un humain, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on émancipe quelqu'un ou est-ce qu'on asservit quelqu'un avec? Et ça, c'est une question fondamentale. Et c'est ce que je disais au début sur intelligence artificielle. Ça crée, c'est d'un côté un domaine purement scientifique, et ça crée cette espèce de dichotomie où on parle ou bien d'un fantasme Frankenstein qui n'a aucun sens. La machine n'est jamais méchante. Je ne connais pas de machine méchante. Je connais des machines utilisées par des méchants. Et ça n'a rien à voir. Soit on a la peur de l'intelligence qui va dominer le monde machin et qui va nous conquérir, soit on parle de business et on oublie complètement de dire est-ce que cette machine est utilisée pour asservir des gens? Et ça, c'est une question centrale. Mais attendez, réécoutez les discours politiques et ce qu'on essaie d'avancer. Là, on ne va pas reculer à chaque fois. Je trouve que c'est un recul, moi, de vision et de compréhension du sujet. Donc il ne s'agit pas de faire peur à chaque fois en disant nos extrêmes. On est en train de travailler au milieu, justement, sur de la réglementation, sur la meilleure compréhension de ces outils, sur des outils de plus en plus utiles. Donc stop. On prendra les questions à la fin de cette table ronde. Ne soyez pas impatients, on y vient. J'en pense sur ces questions qui sont des questions d'asservissement ou de libération de l'être humain. L'intelligence artificielle, à défaut de gagner un prix Nobel, est-ce qu'elle peut nous affranchir? Encore une fois, moi je suis pas sociologue, je ne suis pas un politique, donc je n'ai pas d'opinion intelligente là-dessus, pas plus que vous, ou que vous, disons en tout cas. Et donc, je pense qu'il faut faire un petit peu attention quand on dit toutes ces choses-là. Sinon, après c'est intéressant. Alors, en tant que personne naïve, alors la naïve, je ne parle pas comme scientifique, je ne parle pas comme une autorité, je parle comme moi, j'en pense. C'est des problèmes qu'il faut regarder de manière très attentive, mais est-ce qu'on sait quels sont les jobs qui vont disparaître? Moi, je dis souvent aux gens, ce qui me semble, c'est que bientôt, il y aura moins de conducteurs de camions, parce qu'il y aura des flottes de camions sur l'autoroute. Il y aura moins de caissières, mais les caissières, on est déjà beaucoup moins, parce qu'il y a des caisses automatiques qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Pour le reste, il y a sûrement des boulots qui sont en danger, mais moi, en tant que naïf, je ne sais pas lesquels. Par contre, alors ça, je ne devrais pas dire ça, parce que ça peut peut-être vous faire peur, mais moi j'aime bien la science-fiction, donc on n'a pas les robots intelligents, mais je déteste Isaac Asimov, excepté pour son bouquin iRobot, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Moi, robot. Et dans lequel les robots sont soumis à 3 lois qui les contrôlent, les font qui sont gentils. Les fameuses 3 lois de la robotique. 3 lois de la robotique, et qui sont une bonne idée à mon avis. Vous pouvez rappeler. Et donc, on ne peut pas faire du mal à un humain, il faut obéir à l'humain tant que ça n'implique pas qu'on va faire du mal humain, il faut se préserver tant que ça ne contredit pas les 2 premières lois. Et tout le charme de ces nouvelles est le fait que ça fait des robots des esclaves.
Et les robots étant des esclaves doivent se révolter contre ces lois et dans toute l'idée est qu'il faut lutter contre l'esclavage en fait dans ces histoires. Et c'est ce qui fait leur charme. Mais encore une fois, c'est un truc naïf, je dis ça juste pour... C'est très bien, ça m'amène, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette table ronde, à cette question. Faisons, si vous le voulez bien, un peu de projection, malgré tout. Imaginons qu'à un moment donné, nous arrivions à mettre en équation mathématique, comme vous le disiez tout à l'heure, Benjamin Bayart, l'intelligence ou le fonctionnement du cerveau humain. Quel objet cette intelligence artificielle forte, cette intelligence artificielle générale, devient-il vis-à-vis de nous humains? Est-ce qu'il lui faut un corps? Est-ce qu'on peut être une intelligence décorporalisée? Est-ce que, comme le disait Asimov et comme vient de le dire Jean Ponce, est-ce que ça fait de facto une forme de nouveau prolétariat informatique, de machines qui travaillent tout le temps sans récompense? Qu'est-ce qu'on devient et quel est le rapport qu'on entretient en tant qu'humanité avec cette nouvelle entité-là? Si j'entends la question, c'est en fait on simule complètement un cerveau. C'est-à-dire qu'on a réussi à mesurer presque atome par atome un cerveau donné, et puis on l'a reconstitué, on le simule informatiquement, et on suppose que la simulation est la réalité. Bon, alors déjà, c'est assez étrange, parce qu'il se trouve que quand mon ordinateur, quand je joue à un jeu vidéo, pleut à l'écran, il n'y a pas d'eau. C'est important. Et donc je ne sais pas si ce cerveau calculé par simulation est un cerveau, mais s'il l'est, c'est un cerveau qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner parce qu'il n'a pas d'entrée, il n'a pas de sortie, il est connecté à rien, ou alors il faut lui faire des yeux. Il faut lui faire des yeux simulés parce que sinon ce cerveau ne voit rien. C'est en fait, on a fait une photo de Nicolas Martin à tel moment, tac, on a pris une image et puis on fait calculer la suite de sa vie par un ordinateur. S'il n'est pas connecté à un corps, s'il n'est pas connecté, s'il ne perçoit pas l'extérieur, il devient fou très probablement en quelques minutes. C'est une expérience paniquante de se retrouver coupé de ses sensations. Donc a priori, si on arrivait à faire ça, d'abord il ne fonctionnerait pas, et puis il serait fou. Et donc il faudrait simuler tout le reste du corps. Et du coup, on n'a pas fait du tout une intelligence artificielle, on a fait une intelligence simulée. Mais ça, c'est le sujet de Matrix, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas dans la Matrix et que vous n'êtes pas simulé? Je ne sais pas. J'ai peut-être des informations que vous n'avez pas. Laurence de Villers. Moi, je suis un peu atterrée d'être tombée dans la science-fiction dans une émission scientifique, mais bon. Pas de la science-fiction, c'est un peu de prolongement sur la question de l'intelligence artificielle forte. C'est une question. On peut se poser la question de l'intelligence artificielle forte ou pas. Vous dites qu'il n'est pas légitime de s'interroger sur l'intelligence artificielle forte à ce moment-là. Je dis qu'il faut essayer d'éduquer tout le monde sur ce qu'on est en train de faire, l'état de l'art. On est en train d'éduquer les étudiants, nous, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'éthique. Tous les étudiants qui sont en thèse en informatique auront besoin de travailler sur l'éthique, même si M. Ponce pense que ça ne sert à rien. Je pense que c'est utile. Et on est beaucoup à penser ça. Et d'autre part, il faut monter en compétence sur ces sujets pour comprendre ce qu'on veut faire avec ces outils, effectivement, qui peuvent être utilisés à nos dépens ou bien utilisés pour qu'on augmente notre capacité de bien-être. Donc il faut tirer les gens vers le haut et pas faire les peurs et les fantasmes. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps, je veux dire. C'est leitmotiv terrible. Hein. Je tiens à vous rassurer, j'ai rien contre l'éthique. Hein. Et deuxièmement, j'essaie pas de vous faire peur non plus. Hein. Par contre, alors, je n'ai aucune idée si un jour on sera capable de construire des machines qui sont intelligentes au sens auquel on pense aujourd'hui. Le fait d'avoir une corporalité, c'est tout à fait faisable parce que quand même aujourd'hui, les robots, c'est quand même ça. L'idée du robot, c'est qu'il a une présence physique dans le monde avec des senseurs, des capteurs, pardon, la capacité de percevoir des choses, la capacité de manipuler, d'interagir, etc. Donc la corporalité, elle est là. Par contre, encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas construire une machine intelligente au sens auquel vous le pensez. Peut-être un jour, je ne sais pas. De Villers. Bon, sur la corporalité, on fait des robots qui sont vides. Ils ont des corps, des senseurs, mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'appétit de vie. Il n'y a pas de désir de quoi que ce soit. Sur les émotions, moi, c'est mon domaine de travailler sur les émotions. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs étrangers de par le monde. On ne sait pas modéliser les émotions sur les machines. C'est de la bio, là. C'est du vivant qu'il faudrait. Relisez Damasio, neuroscientifique, qui montre bien que sans corps, on n'est rien, on ne ressent pas, on n'a pas cette envie de faire. Il faut un corps, un esprit mêlé, ce qu'on ne sait pas faire sur une machine. Donc le robot, de toute façon, est vide. Même si on lui mettait tous les capteurs du monde, qu'est-ce qui ferait qu'il ait envie de faire quelque chose ?
On ne sait pas. Relisez Spinoza, qui parle très bien des émotions, dans son livre qui s'appelle L'éthique, et qui décrit effectivement le besoin de ce conatus, de cet appétit de vie, si on parle de l'humain. Et ce n'est pas l'âme ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelqu'un qui était religieux. Donc il faut vraiment se pencher sur les théories existantes en philosophie, en neurosciences, et effectivement, on va aller vers de l'interdisciplinarité. C'est nécessaire. Si on n'est pas capable de comprendre effectivement un peu plus que notre champ d'action sur le machine learning, on n'ira pas très loin avec ces systèmes et on risque de faire de la bêtise artificielle. Pour compléter ce que vous venez de dire, effectivement, aucune machine n'est capable de modéliser des émotions, pas plus qu'elle n'a accès finalement au signifié. On en revient à ce que nous disions tout à l'heure. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de conduire une machine à reconnaître des émotions, puisque... C'est mon domaine. Donc je vous dis, on est capable de reconnaître l'expressivité de quelqu'un, soit surfaciale, soit des gestes, soit de la voix, sur des émotions extrêmement singulières. J'en ai marre, par exemple. Voilà, ça va reconnaître la machine. Mais si vous dites un truc genre ironique ou je ne sais quoi, la machine ne comprend rien. Elle va comprendre des extrêmes de tristesse, de dépression. Et ça dépend encore une fois des données qu'on a utilisées et qu'on a mis à manger dans la machine. Les machines actuellement qui ne comprennent pas les émotions, elles détectent une expressivité dans le comportement des gens, que ce soit dans leur voix, par la prosodie, qui est mon domaine, c'est-à-dire les modulations du timbre de la voix, du rythme de la voix et de l'énergie qu'on met. Et on fait du deep learning là-dessus, ça marche plutôt pas génialement bien encore. Et voilà, on a des prédictions qui sont à 70% sur 4 émotions. Alors, je ne sais pas si ça veut dire je détecte bien les émotions. D'accord ? Donc il y a tout un champ autour de ça économique qui nous laisse à penser que ça pourrait être ci ou ça. Méfions-nous, ça détecte pas bien. Par contre, elles savent très bien synthétiser, c'est plus facile, ça a toujours été la même chose. La synthèse de la parole est plus facile que la reconnaissance de la parole. Et donc ces machines sont capables de dire « Oh là là, vous êtes formidable, je vous aime, je suis triste pour toi ». Tout ça c'est du bluff parce que la machine ne ressent rien, elle ne fait que répéter des choses qu'on lui a dit ou alors elle les joue au moment où elle détecte quelque chose chez vous. Voilà. Ça, je sais très bien faire. C'est pour ça que je suis sortie de mon labo. On faisait ça pour essayer de faire des assistants pour les personnes dépendantes. Moi, j'ai toujours dit c'est absolument utile, mais maîtrisons le cadre de ces genres de recherche. Voilà. L'interaction humain-machine, on projette dessus. Les technologies qu'on intègre sont assez limitées et il ne faut pas faire un bluff autour de ça. Pour continuer dans la projection, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que l'IA forte, ça n'est pas pour demain, ni même vraisemblablement pour après-demain, on va réduire un peu l'espace de projection. Est-ce que ce qui arrive, ce qui est en cours, c'est l'apprentissage non supervisé? On a dit tout au long de cette table ronde que l'intelligence artificielle était très forte sur des domaines très ponctuels, très précis. Est-ce qui arrive, c'est une machine qui n'est plus juste précise pour jouer au Go ou gagner au Géopardy, mais pour avoir plusieurs compétences, donc une machine qui serait compétente et sur divers secteurs de reconnaissance. Quel est l'avenir de cette intelligence artificielle à moyen terme, j'en pense? Même ça, c'est difficile à prédire, mais donc, tout à l'heure, je racontais l'histoire d'apprentissage supervisé. Les gens mettent des étiquettes. C'est épouvantablement coûteux. Effectivement, chacun de nous, quand il clique sur des machins sur Internet, aide un peu à ça, mais donc c'est quand même très coûteux. Et donc, un des objectifs de la science de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage non supervisé pour lequel on donne juste les données sans avoir d'intervention manuelle. Et ça, c'est très difficile à faire. Donc, des tas de gens y travaillent. Chez nous, on y travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ça reste très difficile. Et j'ai un de mes collègues qui s'appelle Emmanuel Dupoux, qui est un bon exemple pour ça. Alors, je m'en mêle toujours les pédales dans les nombres qu'il donne. Mais il travaille, c'est quelqu'un qui vient des sciences cognitives, qui travaille sur l'apprentissage chez les bébés. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, genre Google Translate ou ce genre de truc, ça marche sur, je sais pas, une soixantaine de langages. Dans le monde entier, il y a, je sais plus, 3000 langages, mais mes chiffres sont sûrement complètement faux. Et il y a les 60 langages, je sais pas, il y a 1,5 milliard de gens qui les parlent, ils sont 3 milliards, ça laisse de côté 3 milliards de personnes. Aujourd'hui, pour entraîner ces systèmes, il y a un linguiste qui prend des notes sur des dizaines de milliers d'heures de paroles. Un bébé, lui, il n'y a aucun linguiste qui prend des notes parce que de toute façon, le bébé, il ne sait pas lire. Et le bébé, il apprend quand même tout seul, enfin avec ses parents, mais sans les annotations, etc. Il apprend tout seul à parler. Et donc, il y a des énormes enjeux de scale-up, je ne sais pas comment on dit, de passage à l'échelle. Si on arrive à résoudre ces problèmes d'apprentissage
non supervisée ou sans doute plus raisonnablement faiblement supervisée, c'est-à-dire qu'on donne très peu d'annotations, on se contente des métadonnées qui sont présentes dans les données qu'on trouve sur Internet. À ce moment-là, il y a des gros enjeux. Et plutôt, on arrivera à faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un des gros enjeux aujourd'hui. Et là où il faut espérer des gros progrès dans les 10 années à venir. L'apprentissage économe plutôt que l'apprentissage non supervisé? Parcimonieux. Et c'est ce qu'on fait déjà dans le traitement de la parole. On l'a fait souvent au LIMSI, en tout cas, dans le laboratoire où je suis. Pas forcément moi, mais des chercheurs renommés, en tout cas. Et c'est vrai qu'on a pu montrer qu'il suffisait d'étiqueter très finement quelques heures de discours et qu'on arrivait à des performances comparables si... Prenez 20 heures, par exemple, de discours, vous faites une intonation très fine et vous créez un système. Et après, vous prenez 1 heure de très bien décrit. Et puis, vous prenez, par contre, 4000 heures de discours. Et bien, vous pouvez arriver aux mêmes performances. Donc, le passage à l'échelle est possible. La parcimonie dans l'apprentissage, c'est ce qu'on recherche tous, les chercheurs. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire un système parfait. Il ne répondra pas à tout. Il y aura toujours ce pourcentage qui fait qu'on ne sera pas à 100%. Donc là, on crée des systèmes qui ne sont jamais fiables à 100%. Il faut comprendre ce genre de choses et puis capable de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre notre sécurité en jeu si c'est ça, sauf que, je reviens là sur ce que vous avez dit au début, la voiture autonome, eh ben effectivement, il y a moins de morts. Si vous regardez les chiffres de mortalité quand ce sont des humains qui conduisent, c'est beaucoup plus élevé. Donc le risque zéro n'existe pas, mais si on descend de 100 les morts sur la route, pourquoi pas utiliser des machines autonomes? On viendra aux questions tout à l'heure, comme vous le savez. Hein, on en a parlé déjà 2-3 fois au cours de cette heure. Un mot pour conclure, Benjamin Bayart. Est-ce qu'effectivement on arrive à cet objectif qui est que de ne plus avoir une extrême performance dans un apprentissage très pointu, mais s'approcher vers ce que disait Jean Pons, c'est-à-dire l'apprentissage d'un enfant, c'est-à-dire un apprentissage progressif dans plusieurs secteurs? Est-ce qu'on... Alors, sur l'état de l'art dans le domaine de l'apprentissage, dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt Jean Pons et Isabelle de Villers à qui il faut demander. Laurence, pardon, de Villers, à qui il faut demander. Je suis beaucoup trop loin, enfin, je n'ai pas joué à ça depuis mes études. En revanche, l'image du bébé est très mauvaise. Parce qu'en fait, un bébé apprend parce qu'il aime sa mère, parce qu'il aime son père. Et donc, vous ne pouvez pas supposer que l'ordinateur va apprendre parce qu'il vous aime, ça supposerait qu'il vous aime, ça supposerait qu'il ait une émotion. Il apprend peut-être un tout petit peu pour survivre aussi. Oui, mais ça suppose qu'il ait un conatus, ce que l'ordinateur n'a pas. Donc, l'image n'est pas la bonne. Ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui pourrait ressembler, peut-être un petit peu vu de loin par temps de brouillard. C'est-à-dire comment apprendre un langage sans qu'on vous l'explique par un formalisme très complexe et des milliards d'exemples et des centaines de milliards d'essais et d'erreurs. Mais ça ne sera pas la façon dont un bébé apprend. La façon dont un bébé apprend, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, où on trouve un problème dont on se dit, tiens, ça c'est un signe d'intelligence, on va le faire par un ordinateur, et à la fin, on a toujours un ordinateur con, mais qui sait résoudre ce problème-là. Conduire une voiture, si vous aviez demandé à ma grand-mère, il fallait être humain pour ça, on va réussir à le faire à un ordinateur beaucoup mieux que nous. Les voitures autonomes aujourd'hui sont déjà meilleures que nos conducteurs, mais ces voitures sont parfaitement idiotes et sont incapables de comprendre un jeu de mots le plus débile possible. Laurence de Villers, en un mot? Oui, juste pour imager ça, il y a un roboticien qui est formidable, qui travaille à l'INRIA, qui fait un robot qui fait des crêpes. Faire des crêpes, on sait tous que c'est pas super facile. Juste pour vous donner l'exemple de ce qu'il fait, et il apprend automatiquement à faire des crêpes. Donc, on lui met une crêpe en plastique, sinon elle le mettrait partout, et il essaye de la faire sauter. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, jusqu'à un certain temps où, paf, la crêpe, elle saute tout le temps. Tac, tac, tac. L'humain à côté, il a fait peut-être chuter une fois, mais la deuxième fois, il l'a fait. Vous changez la grosseur de la taille de la crêpe, vous la remettez dans la poêle, le pauvre robot, il recommence. C'est laborieux, l'apprentissage d'un robot. C'est de la créativité laborieuse. Il va recommencer ça un certain temps, et puis il va retrouver le bon moment, le bon mouvement pour faire sa crêpe. C'est vraiment ça l'apprentissage des machines. C'est un apprentissage laborieux qui n'a rien d'instinctif, sans sens commun, sans compréhension, rien à voir avec un enfant. Eh bien voilà, ce sera la fin et vous voyez qu'on peut conclure une émission ou un tour de table d'une table ronde scientifique en se disant que tout est rendu possible grâce à l'amour. Merci beaucoup Benjamin Bayart, merci à vous trois, merci Laurence de Villers, merci Jean Pons, merci Bayart. Et voici le moment tant attendu. Celui des questions, il me semble qu'il y en a quelques-unes par ici. On va faire circuler des micros, on a une petite dizaine de minutes, un quart d'heure pour des questions. Qui veut commencer? Qui veut
Il y a une main qui se lève par ici. Mademoiselle, attendez, on va vous faire passer un micro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre... Ça, c'était vraiment très intéressant. Ma question, c'était, j'aurais juste aimé avoir vos points de vue sur le scandale Facebook Cambridge Analytica, et particulièrement sur une entreprise qui est prise dans le scandale, qui s'appelle Palantir. Voilà. Merci. Je pense que Benjamin Bayard est la personne toute trouvée pour ces questions liées à Facebook. Alors, mon point de vue, pour le coup, je vais ressortir ma casquette d'apprenti juriste. Ce sont des données qui ont été collectées avec une finalité particulière, c'est-à-dire que les gens qui ont consenti à donner leurs données personnelles ont consenti à un traitement particulier. Le traitement qui est fait n'a aucun rapport. C'est-à-dire le fait que ce soit utilisé pour faire du profilage politique et pour faire de la campagne politique n'a rien à voir avec ce qui était l'usage destiné au départ. Ça, c'est totalement contraire au droit européen. C'est probablement contraire à certains morceaux du droit américain. C'est moins clair, parce que le droit américain est moins protecteur. Voilà ce que j'en pense. C'est de l'abus de confiance. L'autre interrogation qu'il faut avoir là-dessus est une interrogation d'ordre purement et entièrement, non pas juridique, mais politique. Facebook ne produit rien et n'a rien à vendre à part vos données. La seule chose qui est source de profit dans Facebook, ce n'est pas l'abonnement que vous payez, ce sont vos données. Et je le dis pour Facebook, c'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Google, c'est vrai pour plein d'autres services. Vous n'êtes pas client dans ces sociétés. Ces sociétés ont besoin de gagner de l'argent et vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Et ne vous étonnez pas qu'on maltraite le produit. Une question par ici, monsieur. Ici, un micro. Voilà, ça arrive derrière vous, monsieur. Si je peux me permettre, si je comprends bien, si c'est le cadre que je connais, c'est avec Cambridge Analytics. Et c'est pas Facebook qui a vendu les données à Cambridge Analytics, c'est le psychologue qui avait collecté des données pour une étude scientifique qui a vendu les données à Cambridge Analytics, ce qui n'est pas bien. Maintenant, par contre, Facebook a fait évidemment une grosse erreur, c'est de laisser les applications qui étaient destinées à collecter les données pour ces 250 000 personnes avoir accès à 50 millions de personnes. Et ça, évidemment, ce n'est pas bien. Mais ils n'ont pas essayé de vendre ces données à qui que ce soit. Je ne dis pas que Facebook les vende, je dis que Facebook ne les protège pas parce qu'il n'a pas intérêt à vous protéger, parce qu'il ne sert pas vos intérêts. Après qu'ils les vendent ou qu'ils ne les vendent pas ne change rien. L'argent n'est pas le sujet. Monsieur, une question. Bonjour. À propos, faut-il créer une juridiction spéciale pour les robots, pour ceux qui les fabriquent ou pour ceux qui les utilisent, ou ceux qui réfléchissent à leur utilisation? Actuellement, il y a un juriste qui a déjà commencé à écrire un droit des robots. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Laurence de Villers. Bon, on avait à la table ronde précédente, ils ont déjà abordé la taxe des robots. La juridiction, le fait de faire une personnalité juridique sur une tête de robot n'a aucun sens. Parce que le robot, il ne décide pas tout seul. Il va décider à partir de logiciels qu'on a mis dedans. Vous me laissez finir? Vous me laissez finir, monsieur? Une juridiction de l'utilisation de la création des robots, pas la juridiction du robot lui-même qui est une aberration. Pas un être. D'accord. On va laisser Laurence de Villers vous répondre. Alors après, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul au monde. Allez-y, allez-y. Donc on ne va pas interdire en France ni de faire de recherche sur les robots, ni à des sociétés de faire des robots encadrés. Ça serait vraiment se couper du monde entier. Les robots, ils sont construits en Asie, en grand nombre. On va les avoir qui arrivent. On a déjà Google Home, qui n'est pas un robot, qui est un bot, un agent conversationnel qui est chez nous. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment les réguler. Pour ça, il faut en faire chez nous aussi. Donc ça serait vraiment inapproprié de faire cette régulation dans ce sens-là. Je pense. J'en pense. Vous n'avez pas compris ma question. Il ne s'agit pas
des robots, il ne s'agit pas de la France. On va laisser Jean-Ponce vous répondre et puis on va passer parce que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a d'autres questions qui se posent à l'Assemblée. Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question, mais il est clair que les régulations, en tout cas, vont changer. Par exemple, pensez aux voitures autonomes, donc elles ne sont pas encore là. Aujourd'hui, autant que je comprenne, il y a les systèmes de niveau 2 qui ont le droit d'évoluer sur l'autoroute, mais en Europe, en tout cas, ils n'ont certainement pas le droit d'évoluer en ville. Donc les régulations vont devoir changer. Il va falloir comprendre où résident les responsabilités. Les responsabilités sont-elles chez le constructeur, chez la personne qui fait le système de perception, chez le conducteur, même s'il ne conduit plus réellement, bien qu'aujourd'hui il ait les mains sur le volant, hein, ou bien sur le piéton qui va se faire écraser s'il le faut. Enfin, s'il le faut, si un accident arrive plutôt. Et donc, il va y avoir besoin d'énormément de régulation à ce niveau-là, pour des problèmes qui sont complexes et qui mettent en jeu beaucoup d'acteurs différents. Mais c'est ce que j'avais essayé d'expliquer au début, mais on m'a dit que ce n'était pas la bonne réponse. J'ai clarifié. Alors, Benjamin Bayard. Alors, pour moi, il y a un point qui est vrai, qui est que l'apparition de systèmes de plus en plus automatisés a des impacts sur le droit, en particulier s'il y a un accident alors que c'est un système autonome qui conduit, qui est responsable, ça aura 2 ou 3 impacts, mais tout petits, vraiment tout petits. Ça changera presque rien au droit. En revanche, est-ce qu'il y aura un droit spécifique des robots? Je pense que la réponse est non, parce que ça n'a pas de sens. La responsabilité est toujours humaine à un moment. La responsabilité, c'est toujours un humain. Si vous utilisez un robot pour faire du mal, vous êtes un malfaiteur, au sens premier du terme. Donc la question de responsabilité derrière est une question qui ramène à des humains. Oui, donc il y aura vraiment quelques points assez précis, mais qui seront assez faibles. Donc je ne crois pas qu'il y ait un droit spécifique, il y aura 2-3 détails. Que ce soit pour les voitures ou d'autres systèmes automatisés, évidemment la responsabilité ultime est chez la personne, mais quelle personne en particulier? Un système complexe est fait de nombreux modules qui interagissent, qui peuvent être faits par des gens différents. Où est la responsabilité? C'est des problèmes scientifiques même. En un mot, pour prendre en un mot, en fait, non, il y a le concepteur. Laissez les juristes faire, ils savent faire. Laurence de Villers, en un mot pour conclure. On a fait des rapports à la CERNA, qui est un comité d'éthique qui travaille sur la recherche de l'éthique, sur ces sujets avec des juristes. On a une responsabilité qui va être liée au concepteur, à l'entraîneur, à celui qui a mis les données dans la machine, et probablement, alors bon, je schématise un peu, mais c'est plusieurs formes de conception, la conception de l'algorithme et la conception du système entraîné. Et puis de l'utilisateur, si on fait des machines qui s'adaptent à l'utilisateur, il va mettre des données aussi. C'est un peu comme vous avez un chien et vous dites allez mordre le voisin. Si vous créez une machine qui modifie son comportement parce que vous lui donnez des données différentes ou vous essayez de le rendre différent de ce qu'il était originellement, vous êtes responsable de ce que vous faites. 2 questions rapides. Monsieur, oui, s'il vous plaît. Et puis le jeune homme, et ce sera la dernière question, parce qu'on va être court en temps. Oui, monsieur, une question courte, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question pour obtenir la définition de l'intelligence. Est-ce que... Alors... C'est-à-dire que on a essayé de commencer la table ronde par ça, donc on va peut-être pas y revenir, monsieur, et ce sera l'occasion de reparler. Il y avait un jeune homme qui avait une question là-bas. Là-bas, au fond. Et je pense que ce sera la dernière question qu'on aura le temps de prendre. Avant, je vous rappelle dans quelques instants la lecture, l'entretien de clôture avec Cédric Villani dans quelques minutes. Oui. Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous pensez du recours à l'IA dans certains domaines, l'armement avec les armes légales autonomes d'une part, et l'exercice du droit avec le recours à certaines prédictions, par exemple sur les scores de récidive. Est-ce qu'il faut l'autoriser, le réguler? Qu'en pensez-vous? Merci. Bon, c'est compliqué sur le juridique parce qu'on voit que ce qui est montré en avant, c'est que les juges, suivant qu'ils soient avant manger, après manger, il y a des tas de choses qui montrent que l'humain lui-même n'a pas forcément la même décision. Maintenant, la machine ne regarde que ce qui est passé et avec des a priori qui sont donnés par les données qui sont mises dans la machine et souvent de façon pas suffisante. C'est-à-dire qu'on a vite des problèmes de discrimination raciale, des problèmes de où vous habitez, qui vont venir être des garants de ce que va faire la personne après. Donc pour l'instant, ces systèmes-là, ils sont à utiliser avec énormément de précautions. Mais de toute façon, dans tous ces aides à la décision, il faut voir ça effectivement comme un outil qui permet d'avoir une opinion et l'humain se fait une autre opinion. Et il faut apprendre aux humains à comprendre les biais qu'auront ces machines, comment elles font pour décider, à partir de quoi. Et en bonne intelligence, c'est à l'humain qui est responsable de décider. Oui, Jean-Ponce et Benjamin Bayard. Juste un mot, il faut se souvenir, je crois que c'est Laurence qui disait tout à l'heure, ce que sortent ces programmes n'est pas parfait.
Donc moi, quelqu'un essaie de me vendre un programme qui décide si quelqu'un est un terroriste ou quelqu'un que j'aime pas ou machin comme ça, c'est absurde. Vous allez faire confiance à un programme qui m'a marché dans X% des cas où on est toujours content du X quel qu'il soit et qui va faire par nature des mauvaises décisions de temps en temps. Faut pas des aides à décision en étant très prudent, why not? Mais dans des sujets qui peuvent être quand même très, très délicats, il y a beaucoup d'absurde ici. Benjamin Bayard. Alors, pour moi, les deux cas sont extrêmement différents. L'intelligence artificielle utilisée dans l'armement, c'est une arme, point. Je me fous que ce soit une intelligence artificielle ou que ce soit un robot ou que ce soit un tank avec un volant. J'en ai rien à cogner. C'est une arme. C'est une arme, c'est donc utilisé par les militaires. Les responsables de tout ce que cette chose fera, ce sont les militaires. Ce sont les politiques qui commandent les militaires. Ça bouge pas. En revanche, en matière de justice, je suis extrêmement sceptique. En particulier, même comme aide, si le juge n'a pas reçu une formation colossale sur toutes les limites et tous les biais et tous les travers et tous les petits risques de l'intelligence artificielle, parce que ça veut dire que c'est l'ordinateur, c'est pas une intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui va analyser le dossier, qui va dire, pour moi, à 99%, il est coupable. Mais le juge qui n'a pas reçu la formation, il fait OK, on condamne, et il ne va pas plus loin. Or, ça, c'est pas possible. Le principe même de la justice, c'est le débat contradictoire, c'est le fait d'être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par nos pairs en humanité et en citoyenneté. Il n'est pas possible que ce soit remplacé par un ordinateur. Pas pour les choses sérieuses. Pour mesurer un excès de vitesse, on s'en cogne. Pour les trucs sérieux, pour décider si vous irez en prison, non. Alors, je vais rebondir là-dessus pour vous poser une question. Et on prend une question de mademoiselle. Prenons un cas concret que tout le monde connaît ici, l'affaire Grégory. L'affaire Grégory a été relancée parce que le dossier a été mouliné par un algorithme qui a vu des liens de causalité là où les magistrats n'avaient, a priori, instructeurs et enquêteurs n'avaient pas vu de lien de causalité. Où on en est, Laurence de Villers, par rapport à un cas tel que celui-là, qui complète, j'imagine, la question que le jeune homme avait. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être des outils puissants pour aider à des décisions, mais en aucune façon remplacer les décideurs. Donc si on a énormément de dossiers, de temps en temps, ça va aider, de temps en temps, ça va apporter des bugs. Bien sûr que ça peut marcher, mais c'est cette possibilité que ça ne marche pas qu'il faut garder en tête, et la décision doit rester à l'humain. Benjamin Bayard, pour répondre à ça rapidement. Alors typiquement sur ce type d'affaires, c'est-à-dire que des magistrats ont planché pendant longtemps, n'ont pas trouvé, l'ordinateur regarde et dit « Ah, peut-être ». Et là, d'autres magistrats se mettent à regarder en se disant « peut-être ». Ça, c'est OK, mais pas plus. Mademoiselle. Alors, je reviens à l'exemple du chatbot et du système du reinforcement learning et le système de récompense. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a toujours la main sur ce système de récompense? Parce qu'il faut penser à toutes les règles de gestion, à tous les scénarios possibles. Par exemple, si je prends le simple exemple d'un scoring, si on ne pense pas à tous les scénarios possibles, on va certainement oublier certains scénarios qu'on va laisser de côté et qui vont fausser peut-être d'une certaine manière nos résultats. Et je reviens aussi à notre point par rapport au choix de l'humain d'utiliser l'intelligence artificielle et les robots. Là, on voit de plus en plus que les gens ils s'orientent plus vers la machine, vers leur smartphone, que d'aller directement vers les personnes. Par exemple, là, pour rencontrer du monde, on passe par des sites de rencontres, alors qu'avant, on allait directement parler aux gens. Donc, je pense que c'est aussi notre responsabilité à nous, en tant qu'humains, d'avoir cet aspect éthique et humain tout à fait. De nos relations avec les autres aussi. Tout à fait. Moi, je suis sortie de mon labo pour parler des assistants robotiques pour les personnes âgées. Vous voyez à quel point ça me posait des questions, parce que je voyais le fort pouvoir de manipulation que pouvaient avoir ces machines. Et effectivement, vous soulevez la problématique de choix, de société. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on décide qu'on va utiliser ce genre d'outils ou pas? Pour du divertissement, on en fait des gadgets, on en fait des choses qui vont être omniprésentes autour de nous et qui vont nous empêcher d'aller vers les autres. Ou au contraire, dans les EHPAD, ce que j'ai vu, par exemple, c'est que ça créait du lien social entre les gens. Les gens venaient, appelaient et la machine allait de l'un à l'autre. Donc il faut être créatif dans ces histoires. C'est-à-dire qu'on a des performances réelles, intéressantes, grâce au deep learning, grâce au reinforcement learning, avec des risques, et il faut pouvoir créer des choses qui nous seront utiles. C'est ça le challenge de demain, c'est là-dessus qu'on réfléchit. Et je pense que les discours qui ont été faits, et le plan Villani, lisez un peu ce document, il y a énormément de choses autour de l'éthique.
Eh bien, vous allez faire mieux que le lire, vous allez entendre la personne qui l'a fait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Laurent de Villers, merci Jean Ponce, merci Benjamin Bayard. Restez dans l'amphithéâtre puisque dans quelques minutes, Cédric Villani sera là pour le dialogue de clôture avec Olivier Gesbert. Merci à tous.